Connaissance, recherche, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Alors, donc, le problème linéarisé. Le problème linéarisé, donc il s'agit de trouver un f, vérifier que le problème linéarisé est inversible. Je vais simplifier un tout petit peu, je vais déjà vérifier que le noyau se réduit à 0. Ça ressemble quand même beaucoup à l'unicité locale. Donc, le problème linéarisé, le noyau se réduit à 0, c'est-à-dire que je cherche v et f. Vérifiant dv sur dt moins la nu laplacien v plus, bien je dérive maintenant, donc ça fait h'P en gradient u m scalaire gradient v plus h'Z toujours en gradient u m fois f égale à 0. Ça c'est la première équation, avec v en t égale à 0 qui est égal à 0. Et la deuxième équation, c'est df sur dt, plus nu laplacien f. Je linéarise, ça c'est la partie linéaire. Maintenant, on dérive le terme non linéaire. Il y a trois termes. Divergence. D'abord, le dh sur dp, si je dérive une deuxième fois par rapport à p, ça me fait un h second de p gradient um fois m fois gradient v. Donc ça, c'est une matrice qui agit sur un vecteur. Ça me donne un vecteur dont je prends la divergence. Pensée dimension 1, c'est tout ce que si les aspects vectoriels vous dérangent. Ensuite, j'ai un autre terme qui est un h seconde de p z. Donc je dérive une fois par rapport à p, une autre deuxième fois par rapport à z, toujours en gradient u m fois f. Correct. Et enfin, le dernier terme, qui est un h'P. Là, je ne touche pas. Et le m, c'est le m que je linéarise. Et donc, ça me fait f égale à 0. Bon, ça ne paraît pas beaucoup plus sympathique que la condition algébrique qui est là. Mais ça l'est parce qu'en fait, maintenant, sur cette technique de linéarisation, je vais brancher la première stratégie d'unicité. Et je fais quoi? Ça veut dire que je multiplie la première équation par f. Donc l'équation en v, je la multiplie par f. Je prends l'équation en f, je la multiplie par v. Et je somme. Qu'est-ce que je récupère? C'est le même calcul que précédemment, c'est d sur dt de l'intégrale de fv. Les Laplaciens s'éliminent, c'est le même calcul que précédemment. Alors, je vais récupérer donc une intégrale de moins h'm fois f2. Ça, c'est le terme qui est ici. Je vais récupérer, en intégrant par partie, un plus h seconde de pp fois m. Donc, je vais mettre un m devant. Gradient V, c'est une matrice pour laquelle je calcule la forme quadratique associée en gradient V. C'est le terme qui est ici. Et enfin, un dernier terme qui est h seconde de Pz. C'est toujours les h', les h secondes, ils sont calculés en gradient UM. Ça, je ne l'écris pas. J'ai un m devant, m, h seconde Pz, et c'est gradient V fois f. Alors, j'ai tenu compte de ce terme-là, de celui-ci, de celui-là. Quid des deux autres termes? Alors, ceux-là, ils s'en vont. En effet, ce que vous récupérez ici, c'est en le mettant de second membre, ça fait moins h' gradient V fois f. Et ici, lorsque vous intégrez par partie, il y a un h'Pf fois gradient V.
mais qui arrive avec un plus. Donc ça, c'est le terme qui est ici, qui me donne celui-ci. Donc ces deux termes s'éliminent, et donc on fait le calcul tranquillement, mais ce que l'on, qui n'est pas exactement le même calcul, il y a ce terme qui s'élimine, mais ça ressemble beaucoup au calcul précédent, et vous récupérez maintenant un certain nombre de quantités algébriques, de dérivées de h en m et gradient u, et que vous regardez une forme quadratique dont vous voulez qu'elle ait un signe. Parce qu'à nouveau, si c'est positif ou nul, on fait la même chose, on intègre entre 0 et grand T, et donc on va avoir effectivement que tout est nul, et si tout est nul, ben on n'est pas loin d'avoir démontré que le noyau était réduit à 0, donc que le problème linéarisé était bien posé, et donc qu'il y avait grosso modo l'unicité. Je dis grosso modo parce qu'il y a plein de choses. Ce n'est pas vraiment une démonstration d'unicité parce qu'il y a le problème des bornes a priori. Dans la démonstration de Cacciopoli, il faut pouvoir prolonger les courbes. Les courbes peuvent exploser. Donc, ce n'est pas comme ça qu'il faut démontrer l'unicité, mais ça vous explique pourquoi, si maintenant j'ai une condition sur la positivité de cette forme quadratique, je devrais avoir moralement l'unicité. Alors, quelle est cette condition? Bien, on regarde ce que ça veut dire. Je mets m en facteur. C'est de considérer que si je prends la matrice h seconde de P, si je mets ici h seconde de PZ, qui est un vecteur, que ici je mets h seconde de PZ en l'ayant transposé, c'est-à-dire là je l'écris par exemple en colonne et là je l'écris en ligne, et que ici je prends moins H'M sur M, moins H', j'aurais dû être cohérent, c'est moins H'Z sur Z, donc ça, c'est une matrice symétrique. Et la condition, tout ça, c'est évalué en un point P, Z quelconque. Et donc, la deuxième condition d'unicité que j'ai, c'est que cette matrice soit positive ou nulle. Donc, je vais la réécrire ici. C'est que cette autre stratégie d'unicité, alors vous voyez bien que les termes diagonaux correspondent bien à ce à quoi on s'attend. Hein. C'est que le bloc ici, positif ou nul, c'est dire que H est convexe. Que le réel ici, positif ou nul, et ça, il faut que ce soit le cas pour une matrice symétrique, pour être positif ou nul, il va falloir qu'effectivement ces deux blocs soient positifs ou nuls, mais ça ne suffira pas. Eh bien, ce que vous récupérez, c'est qu'effectivement, H doit être décroissante par rapport à Z. Et après, il faut que, d'une certaine manière, le déterminant soit positif ou nul. Et c'est là où vous avez besoin d'une condition de couplage. Alors, regardons un tout petit peu ceci. Il y a un demi qui... merci beaucoup, parce que sinon, c'est le 1,5 qui est là. Hein? D'ailleurs, vous voyez que... c'est assez intéressant. C'est-à-dire, en termes de conditions de structure, là, ce qu'on a, c'est une condition qui, d'une certaine manière, définit des notions de convexité et de croissance jointes. Hein, vous avez des fonctions de plusieurs variables et vous dites que par rapport à un paquet de variables, c'est de n plus une variable, par rapport à n variables, c'est convexe, et par rapport à la dernière variable, c'est monotone. Et ensuite, vous pouvez effectivement requérir des dépendances croisées d'un certain type, et en fait, vous pouvez les mettre des paramètres ici. Et ce sont des conditions assez intéressantes, notamment les propriétés par dualité. Il y a plein de propriétés assez amusantes de ces fonctions. Alors, je vais vous signaler que des fonctions qui soient convexes par rapport à un paquet de variables, décroissantes par rapport à la n plus unième variable, c'est très naturellement ce que l'on a lorsqu'on veut écrire des équations de Monge-Ampère dépendant du temps. Donc, je suis convaincu que ce genre de conditions de structure, ça doit servir à autre chose. À quoi exactement? Je ne sais pas très bien. Et après tout, on s'en moque. Mais le 1,5 là-dedans est vraiment spécifique. On peut, lambda égale à 0, c'est simplement dire que par rapport à P,
c'est convexe, c'est par rapport à z décroissant. Lambda égale l'infini, ça veut dire, bon, enfin bref, ça veut dire que seconde de pz, c'est les variables séparées. Hein, ça veut dire lambda égale l'infini, ça veut dire que seconde est nulle. Donc, ces deux cas extrêmes sont deux cas qui ont un sens géométriquement. Et tous les cas intermédiaires mesurent la dépendance. Bon, enfin bref, j'en dis pas plus, ça serait... et donc, la condition... Donc, je vais écrire que H est convexe. Je vais écrire que H est décroissante en P, décroissante en Z. Comme ça, j'aurais plus, pour dire que cette forme quadratique est positive, qu'à me préoccuper, entre guillemets, du déterminant. Alors, c'est matriciel, ça, donc il faut faire un tout petit peu attention. La dernière condition, c'est que donc moins H'Z sur Z, c'est comme si vous développiez cette condition par rapport à moins H'Z, ou que dans la forme quadratique, vous minimisiez par rapport à la partie réelle, par rapport à F. Donc, ce que vous allez récupérer, c'est dire que cette matrice-là, moins H'Z sur Z, fois H seconde, moins 1 quart, donc ça c'est un Z, moins 1 quart de H seconde de PZ tenseur H seconde de PZ, puisque c'est un vecteur, vous regardez la matrice symétrique, donc il faut que ceci soit positif ou nul. Voilà. Là, c'est les matrices n croix n. C'est la même chose, hein, c'est un jeu algébrique. Donc, condition d'unicité. Ça, c'est une vraie condition d'unicité. Modulo est strictement positif. Si cette condition est vérifiée, on a unicité. Et ça, c'est une condition qui est, elle, plus facile à vérifier, parce que là, c'est calculatoire. On va le tester en regardant le deuxième exemple. On va voir si c'est effectivement plus simple ou pas. Donc, cette condition, elle est, comme on va le voir, effectivement, facile à vérifier. C'est une condition purement différentielle. En revanche, on n'est pas encore tout à fait sûr. Elle devrait entraîner l'unicité, mais on ne l'a pas réellement démontré. Parce que pour se servir, je le répète, de la stratégie, deuxième stratégie d'analyse globale indiquée, il faut pouvoir construire ces courbes. Alors, la linéarisation, théorème des fonctions implicites, ça marche, mais il faut être sûr qu'on peut prolonger ces courbes, qu'elles ne s'arrêtent pas. En d'autres termes, qu'elles n'explosent pas, il faut des estimations a priori. Et ça, démontrer des estimations a priori pour démontrer l'unicité, ce n'est pas terrible. Mais enfin bon, à un moment donné, je me disais, s'il le faut, on fera ça. Mais il y a plus simple. Alors, avant, est-ce qu'on a repéré la bonne condition? C'est quand même pas complètement idiot de tester ce que cela donne lorsque H est égal à P puissance M sur Z à la puissance A. Alors, on va faire le calcul. Je vais faire le calcul comme si c'était en dimension 1. C'est exactement pareil en dimension quelconque. Le moins H'Z sur Z, ça va me faire un A divisé par un Z à la puissance A plus 1, puisque je dérive, et un signe moins. Et fois P à la puissance M. Ça, c'est le terme qui est ici. Donc H'Z, je répète, je dérive le 1 sur Z puissance A, et moins par moins, ça me fait bien ce terme qui est là. H seconde, H seconde, ça me fait un M, M moins 1, P à la puissance M moins 2, divisé par Z puissance A. Et je voudrais, donc la question que je me pose, c'est quand est-ce que ce bazar-là est supérieur à 1 quart? Donc je dérive un coup par rapport à Z et un coup par rapport à P. Donc lorsque je dérive par rapport à Z, comme c'est des produits, on peut raisonner de manière différente, séparée. Donc dériver par rapport à Z, ça me fait sortir un A. Il y a des moins par moins, ça me fait plus. Ça me fait donc un A carré. Et un Z à la puissance 2 fois A plus 1. Donc ça, c'est pour les Z. Il me reste les P, pardon, et ça me fait un M2, P à la puissance 2M-1. Bon. Alors, les P, et ça vaut mieux, il faut bien que ça soit homogène, ce bazar-là. Les puissances de P, vous avez M, M-2 et ici 2 fois M-1. Ça, c'est bon.
les Z, vous avez A plus 1. Qu'est-ce que j'ai? J'ai oublié de diviser par Z. J'ai dérivé, mais il faut diviser par Z. Sinon, il y aurait un souci d'homogénéité. Je répète, on dérive, ça me fait A plus 1, je divise par Z, ça me fait A plus 2. Donc A plus 2 plus A, ça fait bien le 2A plus 1. Et donc, il me reste quoi? AM, M-1, qui doit être supérieur ou égal à A carré M2 sur 4. Alors, vous divisez par AM, et ça vous fait que A doit être inférieur ou égal à 4 M-1 sur M. Et ce qui est bien, miracle, la condition que j'avais rappelée tout à l'heure. Donc, vous voyez que là, c'est deux lignes de vérification. Donc, on a une pseudo-démonstration d'unicité, mais qui en tout cas donne le bon régime qui est là, que l'on peut démontrer de manière bestiale sur cette inégalité algébrique. Bon. Alors, quand on a deux conditions qui assurent l'unicité avec essentiellement ce qui devrait être la même méthode de démonstration, on doit se dire que le phénomène de passage d'une formulation inégalité à une formulation différentielle que l'on connaît bien pour les fonctions convexes ou pour les fonctions monotones, ben ça doit être vrai pour ces fonctions qui mélangent un peu tout. En d'autres termes, que cette condition matricielle doit être équivalente à l'inégalité qui est là-bas. De la même façon que la convexité est équivalente, que h seconde positif ou nul, c'est équivalent à dire que h est au-dessus de la tangente. Donc, la conclusion et ça démontrera donc l'unicité sous cette condition, donc ça je l'appelle 1, ce qui est dans le... Et la condition qui est ici, je vais l'appeler U comme unicité. Hein. Donc, proposition 1 est équivalent à U. Bon, alors c'est pas passionnant, mais on va rapidement comprendre de quoi il s'agit. Alors évidemment, qui peut le plus, peut le moins, le fait que 1 entraîne U, c'est quand même assez naturel. C'est assez naturel, il faut s'y attendre, parce que grosso modo, ça doit correspondre à linéariser la condition qui est ici. Donc effectivement, si P2, vous l'appelez P, et que P1, vous l'appelez P plus epsilon Q, et que M2, vous l'appelez M, vous l'appelez Z, avec M1, vous l'appelez Z plus epsilon... allez, je vais mettre F, puisque c'était du F que j'avais pris avant. Et que vous faites un développement limité à quel ordre? Bien en epsilon carré. Parce que vous voyez que comme P1 et P2, P1 est proche de P2 à epsilon près, ça c'est d'ordre epsilon, ça c'est exactement du epsilon, etc. Donc le premier terme, vous regardez, on a les termes en epsilon carré dans la démonstration. Les termes en epsilon carré, d'abord le P1 moins P2, ça vous fait Q. Scalaire. Bien, mais maintenant, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Bon, on est en train de faire la linéarisation. Hein. Vous êtes en train de regarder Z fois H seconde P scalaire Q. Ça, c'est le premier terme. Ensuite, le deuxième terme, c'est un Q. Et là, vous allez faire la linéarisation. Je vais certainement me planter. Hein. Il y a un Z aussi devant. Q scalaire H seconde de PZ. Oui, ça c'est un réel, ça c'est un réel, c'est la forme quadratique associée à H seconde. Bien, ensuite vous faites ceci. Et je fatigue un petit peu, alors il y a un truc qui me...
souci un petit peu, c'est qu'il y a un Q, mais j'ai oublié le F qui est là, puisque je fais le développement limité. Ensuite, lorsque vous faites, vous allez récupérer un moins HZ fois F2, et puis vous allez récupérer le dernier terme qui va être celui-ci. Et donc vous voyez bien que c'est exactement la même forme quadratique que celle que j'ai écrite précédemment, et voilà pourquoi 1 entraîne U. Donc ça c'est normal, puisqu'on a linéarisé le système et utilisé la démonstration d'unicité, et que là on a utilisé la démonstration d'unicité, puis linéarisé cette condition. On doit retomber sur nos pattes. Bon. Ça, c'est naturel. Et donc, la vraie question, c'est pourquoi U entraîne 1. Alors, comment on fait ça lorsqu'on a des fonctions convexes? Lorsqu'on a des fonctions convexes et qu'on veut passer d'une information purement différentielle à une information entre P1 et P2, on travaille le long du segment, joignant P à Q. Bien, c'est exactement ce qu'on va faire ici. Ce qu'on va faire ici, c'est que l'on va baptiser P2 égale P plus TQ, où T va varier... P2 égale P, et P1 égale P plus Q. Et je vais introduire P de T qui est égal à P plus TQ, avec T qui est non 0,1. Travailler le long du segment. Je vais de la même manière prendre M2 égale M, et M1 égale M plus F, et introduire M de T égale M plus TQ. Bien. Ce qui est entrecroché, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler I. Donc ça, je l'appelle grand I de P1M1, P2M2. Et donc, je vais former a priori I de P de T, M de T, fois I de P et de M. La quantité qui m'intéresse étant précisément de prendre T égale à 1, et j'aurai I de P1M1, P2M2. Et évidemment, que vais-je faire? C'est que je vais dériver ceci par rapport à T. Bon. Alors, ça va marcher, on va le faire, mais parce que... Et on va récupérer, en fait, ce qu'on va récupérer, c'est cette condition, la condition quadratique qui est ici, en F et Q, mais écrite en n'importe quel point P de T, M de T. C'est ça que l'on va récupérer. Et donc, si cette condition a lieu partout, elle aura lieu, ça donnera quelque chose de positif ou nul. Et donc, effectivement, comme on part de 0, en t égale à 0, P1 est égal à P2, M1 est égal à M2, ben en t égale à 1, ça sera positif ou nul. C'est exactement comme les démonstrations de convexité, de monotonie, si vous voulez, mais simplement, c'est un peu plus compliqué. Bon. Alors, d sur dt de I de P de T, M de T, Pm, c'est totalement élémentaire, hein, c'est purement algébrique et différentiel. Alors, je parle parce que j'essaie d'éviter cette démonstration. Mais bon, il n'y a pas le choix. Alors, je vais tenter, parce que si une démonstration comme ça au tableau, ce n'est pas très rigolo. Alors déjà, dans le P1 moins P2, j'ai du TQ. Alors, si je dérive ce T-là, ça va me faire un Q, facteur de tout ce bazar-là. Et le plus simple, c'est même si je veux simplifier ça, ça va être de diviser par T. Comme ça, déjà, vous voyez que dans le P1, dans le P de T moins P2, vous avez du TQ, et déjà celui-là, le T, je l'élimine. Et le T qui est là, je l'élimine aussi. Donc, le P1 moins P2, ça me fait du Q, et là, ça me fait du F. Donc, c'est comme si vous aviez du Q ici, et du F là.
Et donc maintenant, vous avez du P de t, du M de t ici, et du P de t et du M de t. On se concentre sur ces dérivés-là. Ça sera toujours ça de gagner. Bien. Alors, on fait la première démonstration. Quand je dérive par rapport à P1. Donc, on va regarder déjà un terme. Ce terme-là, il ne dépend pas de T, je l'oublie. Quand je fais ça, ça me fait H de pp, H seconde en P, multiplié par M de T, donc je l'appelle M. M de T, je vais écrire H seconde de P en P de T, M de T. Lorsque je dérive, ça me fait un scalaire Q, et donc ça, c'est bien appliqué à Q deux fois. Un premier Q qui est la dérivée, un deuxième Q qui est dans le P1 moins P2. Bien. Plus M de T. H seconde, maintenant je dérive par rapport au T qui est ici. Donc le M de T, il est là, le Q, il est là-bas, ça me fait un H seconde de PZ, P de T. H seconde. D'ailleurs, excusez-moi, mais il n'y avait pas de 2. Hein, bon. H seconde de PZ de P de T, M de T. OK. Fois scalaire Q, fois F. Parce que chaque fois que je dérive TQ ou là c'est un TF, eh bien je vais récupérer simplement F et Q. Donc voilà, ça c'est le deuxième terme. Et il me reste ensuite à dériver le M qui est là, qui me fait du HP, mais qui va s'éliminer avec le HP qui est ici. Donc vous voyez que vous allez avoir un plus HP, hein, j'essaie de le faire un peu oralement, un plus HP fois F fois Q, moins un HP fois Q fois F. Donc ça, ces deux termes-là s'éliminent. Ça, c'est extrêmement important que ces deux termes-là s'éliminent. Et il reste enfin le dernier terme qui consiste à dériver ce M-là. Et donc cela me fait un moins HZ' fois P de T, M de T, fois F2. Et donc vous récupérez bien effectivement la condition d'unicité, enfin de positivité de la forme quadratique qui est en QF, mais qui est en un point P de T, M de T quelconque. C'est donc positif ou nul si U a lieu. Si c'est positif ou nul lorsque U est égal à... si c'est positif ou nul de par l'hypothèse U pour tous les T, vous avez donc que cette fonction I sur T est croissante. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit en T égale à 0 ? Je ne peux pas dire I égale à 0, parce que je suis en train de regarder la dérivée. Mais la dérivée, c'est la linéarisation qu'on a déjà faite. C'est effectivement la condition U au point PM. Donc, la dérivée en T égale à 0, c'est simplement une variation d'ordre epsilon en Q et F. C'est l'hypothèse U. Donc l'hypothèse U assure que le d sur dt est positif ou nul et que la valeur limite en t égale à 0 de cette expression est positive ou nulle. Donc ça, quand t tend vers 0, ça tend vers quelque chose qui est positif ou nul, c'est l'hypothèse U. Et ça, c'est positif ou nul, c'est l'hypothèse U. Donc si l'hypothèse U a lieu, effectivement, la condition algébrique qui est là-bas a toujours lieu, quel que soit P1, P2, M1, M2. Ouf! Bon, alors désolé pour les détails de démonstration pénibles qui sont au tableau, mais voilà pourquoi, effectivement, les deux stratégies d'unicité doivent donner la même condition. Voilà pourquoi la dépendance dans les jeux à champ moyen, la bonne dépendance pour avoir l'unicité, c'est cette condition qui est là-bas. Donc, on peut oublier maintenant tous les détails de la démonstration. Ça, c'est une question que j'avais posée d'ailleurs ouvertement dans le cours l'an dernier. Voilà sa réponse. Donc, on peut oublier tout le fatras que l'on vient de voir. Fin de l'affaire en ce qui concerne cette stratégie d'unicité. Et donc, la question maintenant que l'on va évidemment se poser, c'est que ça, on a une condition qui entraîne l'unicité. En quoi cette condition, c'est vraiment la bonne condition? Là, qu'est-ce qu'on a récupéré?
On a récupéré par une technique d'unicité, une certaine stratégie d'unicité, une condition. Il n'est pas garanti que ce soit la bonne stratégie de démonstration de l'unicité. On aura plusieurs arguments dans le cours qui permettront de s'en convaincre. Mais donc, la question maintenant que l'on se pose, c'est est-ce que cette condition, qui est une condition suffisante d'unicité, est-ce qu'elle repère bien le caractère bien posé du système? Alors, la réponse est un peu compliquée. D'abord, il ne faut pas penser que dès que cette condition est violée, l'unicité est perdue. Et ça, on a même des exemples. Pourquoi on a des exemples? Parce qu'on a des exemples dans lesquels vous avez vu, là j'ai écrit les choses avec, comme si la dépendance était locale. Maintenant, si les matrices deviennent des opérateurs, les dérivés par rapport à Z sont des opérations, vous avez la même condition d'unicité avec une dépendance non locale. Bon, simplement, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire, le H'Z. Donc c'est un H' par rapport à M. C'est la dérivée par rapport à l'opérateur. Bon, donc je mets ça sous le tapis, mais c'est possible. Mais dès que vous avez des opérations non locales comme dépendance en M, on a déjà obtenu d'autres résultats d'unicité. La remarque, c'est que si effectivement, même dans le cas H de P moins F de M, si F est un opérateur régularisant, pas nécessairement monotone, mais régularisant, on a démontré, il y a 2 ans, je crois, qu'il y avait unicité si T était petit. Donc, si on cherchait un équilibre et que l'horizon du problème n'était pas trop grand, à ce moment-là, il y avait un équilibre unique. Ah, donc ça, c'est quand même intéressant, parce que ça veut donc dire qu'on ne peut pas espérer avoir des conditions nécessaires et suffisantes. On a un autre régime d'unicité. Et cette unicité était possible parce qu'on avait un Laplacien. Donc la première question que l'on doit se poser, et là on se servait du fait que il y avait un opérateur de Fokker-Planck très fort ici. Donc ça, c'était des propriétés de l'équation de la chaleur qui jouaient. Donc peut-être pour un peu plus comprendre si l'unicité, si ça c'est une bonne condition d'unicité, bien il faut pas qu'on ait l'effet induit par le Laplacien et se poser la question pour nu égale à 0. Donc il faut comprendre ce qui se passe pour nu égale à 0. Et donc c'est maintenant ce. Parce que là, on n'a aucune indication dans notre stock de connaissances qu'il y a d'autres phénomènes d'unicité que celui, en tout cas dans les exemples que l'on avait vus, que celui qui est fourni par la stratégie que j'ai détaillée complètement ce matin. Et donc la question que l'on se pose maintenant, je ne sais plus très bien, 3, 4, c'est donc le point 5, qui consiste à comprendre nu égale à 0. Donc, de supposer que H est strictement décroissant en Z, ça c'est très naturel. Parce que de toute façon, on voit bien qu'une condition comme ceci doit jouer un rôle. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas trop le problème. En revanche, c'est de comprendre pourquoi cette hypothèse est naturelle. Alors, on va se souvenir de qu'est-ce que c'est un système de type MFG dans le cas où il n'y a pas de bruit. Donc, on a ce couplage entre une équation de Hamilton-Jacobi dans un sens du temps et une équation de transport dans l'autre sens du temps. Et donc, regardons, on a du sur dt plus h de gradient u et de m égale à 0. Et d'autre part, on a dm sur dt plus divergence de h'p de gradient u m égale à 0.
Hein, j'ai simplement réécrit le système en prenant nu égale à 0. Alors, on s'était servi à plusieurs reprises dans le cours du fait que ceci pouvait être parfois réécrit comme une équation quasi-linéaire du second ordre en U. En d'autres termes, que l'on pouvait extraire m comme fonction des dérivées de U, et que cette fonction des dérivées de U, on la reporte dans la deuxième équation, et on a un truc monstrueux. Alors, ça, on peut le faire dès que h est inversible par rapport à m, en particulier si z est décroissante. Donc, moins h de p et de... Je vais introduire la fonction inverse, hein, psi de p et de z, pour que ceci soit face z. Donc, ça, c'est simplement la fonction inverse. Hein. Et je préfère avoir des choses croissantes hein, plutôt que me trimballer des signes négatifs. Donc, moins h est croissante par rapport à la deuxième invariable, et j'ai introduit ceci. Donc, la première équation me dit simplement, ça paraît tout de suite beaucoup plus simple, que m de x et de t, c'est psi de gradient u et de du sur dt. J'ai rien fait, hein. Simplement une notation. Et puis maintenant, je reporte dans l'équation en m, et qu'est-ce que je récupère? Bien, je récupère psi prime z d2u sur dt2, plus psi prime p par rapport à gradient de du sur dt. Donc là, j'ai calculé le dm sur dt du psi qui est là. Si je dérive la divergence qui est là, avant de remplacer par m, je récupère un h seconde de pp. J'écris pas par rapport à quoi? Fois d2u. D'accord? Alors, dans le HPP, il y a du m que je remplace par du psi, si je veux avoir que des dépendances en gradient u, mais peu importe. Et quand je mets le point qui est ici, c'est la trace du produit de ces deux matrices. Pensez dimension 1 si tout ceci vous dérange. Ensuite, vous avez un h seconde de pz fois un m, c'est-à-dire psi h seconde de pz, et là je suis en train de dériver ceci. Donc normalement, ça me fait gradient m. Maintenant, gradient m, je le remplace. Donc ça me fait gradient. Donc je ne vais pas faire tous les calculs du sur dt. Bien. Et puis il me reste enfin un dernier terme qui est h' gradient m, donc h' gradient scalaire, gradient du psi. Et ça, c'est égal à 0. Alors, à quoi ça ressemble, ce truc monstrueux? Ben, ce qu'on est en train d'écrire ici, c'est un A alpha bêta de un D rond de U, D2 alpha bêta de U, dans lequel l'opération de dérivation, c'est réellement écrire toutes les dérivées spatio-temporelles. C'est un D rond, et là, je somme surtout les alpha à bêta. J'ai effectivement que des termes de dérivée seconde, ici un terme de dérivée seconde, ici un terme de dérivée seconde, des termes de dérivée seconde. Là, le gradient, quand il va taper là-dessus, ça me fait des termes de dérivée seconde. Même chose ici. Donc tout ça, c'est les termes de dérivée seconde, et en coefficient, j'ai tous des termes qui dépendent de gradient U, de du, que ce soit du gradient U ou de du sur dt. Donc c'est un truc, bon, il y en a 4 lignes, hein, mais ça a cette structure-là. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai une équation du second ordre quasi-linéaire. Ça, en revanche, on sait quand est-ce que c'est bien posé, ces trucs-là. Mais il faut que l'équation soit elliptique. Okay. On a des conditions aux limites. Si sur le bord du domaine en xt, donc si on a des phénomènes de changement de type, etc., ça ne sera pas compatible avec les conditions aux limites. Donc le problème est fondamentalement bien posé, ou on a une chance d'être bien posé, que si la matrice A alpha bêta est positive ou nulle.
Et fondamentalement, quel que soit ce qu'on injecte, donc c'est une dépendance en P et en Z, quel que soit PZ. Alors, ça d'ailleurs, c'est encore une autre stratégie pour l'unicité dans le cas nu égale à 0. Parce que si j'aboutis à une équation elliptique, ben, je vais avoir l'unicité. Et j'ai déjà une condition d'unicité. C'est aussi dire qu'une matrice est positive ou nulle. Et on se dit à ce moment-là, on prie en se disant, bon Dieu, pourvu que ce soit la même condition. Et là, outre le fait qu'on espère que ce soit la même condition, si on se dit on a encore loupé quelque chose, ou je me disais j'ai encore loupé quelque chose, la deuxième réflexion qui vient sur mon tête, c'est bon Dieu, comment je vais faire ce calcul-là? Parce que c'est quand même une fonction implicite, je dois prendre des dérivées secondes, faire tout ce bazar-là, et en faisant une erreur de calcul toutes les 3 lignes, comme tout être, je veux dire, ceux qui ne font pas une faute de calcul toutes les 3 lignes sont des extraterrestres. Hein. C'est une autre manière, Woody Allen disait qu'une manière de savoir si vous avez affaire à un extraterrestre, c'est lui donner une carte dépliée. S'il sait instantanément la replier parfaitement, c'est un extraterrestre. Hein. Donc là, il y a un autre test, c'est de faire des longs calculs et de voir au bout de combien de lignes la première erreur de calcul apparaît. Hein. Donc, c'est pas très simple. Alors, non. La réponse est que ça marche. Et la réponse c'est qu'on va trouver une voie de contournement pour faire un calcul algébrique. Et c'est quand même intéressant de voir comment ça marche. Parce que je vais faire un calcul plus simple, qui est bon, mais qui est plus simple. Et ce qu'on verra apparaître, c'est une condition sur une matrice qui est positive ou nulle, hein, comme la grande matrice que j'avais écrite avec le H seconde. Le 1,5 de H' H seconde PZ et 1,5 de H seconde PZ transposé, et puis ici, moins H' de Z sur Z. Alors la matrice, un analogue de la matrice à alpha bêta, ça va ressembler à ça, mais ça ne va pas être ça. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, flûte, ce n'est pas la même condition. Et puis j'ai regardé le déterminant, et c'est le même déterminant. Il y a un petit miracle algébrique qui se produit. Donc c'est relativement intéressant, et surtout ça renforce le fait qu'en tout cas, lorsque nu est égal à 0, c'est la bonne condition d'unicité, et que fondamentalement, c'est la bonne condition de structure. Ensuite, ce que l'on va avoir, c'est si nu égale à 0, c'est ça la bonne condition de structure. Si nu est strictement positif, il va falloir faire attention au fait que l'unicité peut être perdue lorsque l'horizon augmente. Et en général, sera perdue. Je reviendrai un peu là-dessus la semaine prochaine, avec un petit argument spectral pour regarder la stabilité des solutions. Alors, donc, comment vérifier l'ellipticité de ce bazar-là sans faire trop de calculs? Alors, il y a toujours une stratégie qui marche là-dessus, c'est de se servir de linéarisation. Alors, pourquoi? Parce que dire que cette équation est elliptique ou dire que sa linéarisation est elliptique, c'est la même chose. C'est la même chose parce que la linéarisation, lorsque vous linéarisez, vous avez juste à regarder les termes de dérivée seconde. Et les termes de dérivée seconde, c'est les mêmes. C'est le alpha, bêta, du. Parce que lorsque vous linéarisez ça, ça fait des termes du premier ordre. Donc, la moralité est que U est fixé. Donc, comprendre l'ellipticité de l'équation U ou l'ellipticité de l'équation linéarisée, c'est équivalent. Et ça va simplifier les calculs. Au lieu de faire des calculs non linéaires, on va faire des calculs purement algébriques. Et là encore, il y a des petites idées derrière, mais je ne veux pas en faire tout un plat. Donc, on a M qui est un psi de gradient U et de du sur dt. Ça aboutit à une équation qui est un alpha bêta de du d2u. Et l'observation que je fais, c'est l'ellipticité qui est équivalente à l'ellipticité pour le problème linéarisé. Ça va être beaucoup plus simple. Parce que maintenant, vous linéarisez entre gradient U et gradient M. Donc, on fait le calcul. Hein. C'est un dv sur dt. Donc, un H' P gradient V.
plus un H'(m), et donc ça, je vais l'appeler, je vais l'appeler H'Z fois F. D'accord? Et donc, vous voyez tout de suite que F, la première équation, ce qu'elle vous dit, c'est que F, c'est moins 1 sur H'Z fois dV sur dt plus H'P fois gradient V. Ça va éviter de calculer des dérivées secondes de fonctions inverses, etc. Hein? C'est ça que je suis en train de faire. df sur dt plus divergence de ce bazar-là. Bon, alors il faut quand même un peu le développer. Hein. Donc, h seconde de p. Avant de développer, pardonnez-moi. Avant de développer, il faut que je les linéarise. Donc, c'est divergence de h seconde p fois m fois gradient v, plus h seconde de pz, seconde de pz fois f fois m, plus h' de p fois f, égale à 0. Ensuite, quand je vais développer, il faut regarder les termes. Donc, je vais reporter dans f et je dois regarder les termes en dérivées secondes. Les dérivées premières, je m'en moque pour voir l'ellipticité. Donc ça veut dire que chaque fois dans les dérivées que je voudrais dériver ce qui est à l'intérieur du h seconde ou du m, je m'en moque, parce que ça ne me fait que des termes d'ordre 1 en v. Donc dans le calcul qui est ici, c'est comme si je disais que le gradient u et m, qui sont les points dans lesquels j'ai généralisé, sont indépendants de x et de t. Je fais comme si c'était des constantes, parce que tous les termes où je redériverai, où je dériverai gradient u et gradient m, ça me fait que des termes qui sont d'ordre inférieur en v. Donc c'est pour ça que le calcul se fait de manière beaucoup plus simple. Donc, mettons ça, regardons ça un peu plus précisément. Je prends df sur dt. Le df sur dt, le d sur dt, soit je le fais taper là, sur le dv sur dt, ça me fait une dérivée seconde en v, soit je le fais taper là, mais dans ce cas, j'ai plus qu'une dérivée première en t. Et ça, pour l'ellipticité, ça ne compte pas, les dérivées premières. Et donc, vous voyez que ce que vous récupérez, c'est moins 1 sur h' de z d2 v sur dt2. Ensuite, le d sur dt, même chose, je ne le fais taper que sur le gradient v, parce que là-dessus, ça ne me ferait qu'un terme de dérivée première. Et donc, ce que je vais récupérer, c'est un plus h' au sens de h'p divisé par moins h'z. Oui, scalaire gradient de dv sur dt. Bon. Donc ça, j'ai simplement fait le calcul du dv sur dt. Même chose, quand je développe la divergence ici, je n'ai pas à me faire de soucis sur ce qui est à l'intérieur du h seconde et du m, parce que ça ne compte pas sur les termes de dérivée d'ordre 2. Et donc cela va me faire un plus m fois h seconde en p d de v. Donc ça, c'est le terme qui est là. Le terme qui est là, ça me fait un... Oui, alors ça me fait un h'p. Il ne faut pas que j'aille trop vite. Un m h seconde de p z fois le gradient de f. Mais le gradient de f, ça me fait un moins h'z du gradient dv sur dt, donc, qui est ce terme qui est là. Donc là, a priori, je vais en récupérer un deuxième, gradient dv sur dt. Ensuite, c'est pas fini, hein? Si je m'en tire, c'est un miracle. Plus un h seconde de pz à cette heure-ci, h seconde de pz. Alors, donc ça, c'était ce terme qui était ici, fois m, fois un gradient f. Gradient f, c'est h'p fois d2v divisé par moins h'z. Oui? Ok. Enfin, ok, c'est façon de parler. Hein.
si je retombe sur mes pattes, ça sera un miracle. Donc D2V, ça c'est des vecteurs matrices, on fait comme si on était en dimension 1, c'est plus sûr. Donc ça, ce terme-là, normalement, j'ai tous les termes qui correspondent à ça. Et maintenant, il faut que je calcule ces termes-là. Donc c'est un H' de P multiplié par gradient F avec un moins 1 sur H'Z. Donc moins H', moins H'P sur H'Z. Donc après, je prends le gradient de F, c'est ça, là, pas de M, c'est ça, gradient de F, donc gradient dV sur dt, H'P sur H'Z, gradient dV sur dt, là j'ai un truc qui me soucie un petit peu, H'P, oui, H'P, H seconde PZ, et il y a encore un terme qui me manque, gradient V, oui c'est ça, et en fait, H'P croix H'P, plus H'P croix H'P fois D de V, divisé par moins H'Z, et tout ça, plus tout un tas d'autres termes égal à 0. Et ça, ce sont les termes de dérivée d'ordre 2. Bon, je pense que j'ai essayé de tout écrire en faisant qu'une ligne, en me disant si je fais une deuxième ligne, suivant mon principe d'extraterrestre, je ferai une erreur de calcul. La probabilité que j'ai fait une erreur de calcul me paraît néanmoins très élevée. Bon. Alors, vous repérez un certain nombre de choses sur les termes en dérivée seconde. Vous voyez que l'affaire est beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît, parce que vous récupérez des termes qui sont de nature assez différente. Alors, là, si on veut faire une chose simple, c'est le dV sur dt, c'est moins 1 sur H' de z, qui ne correspond pas vraiment au moins H'Z qu'on avait là. Hein. C'est maintenant divisé des dV sur dt. Les termes croisés, c'est les gradients dV sur dt, on en a un peu ici, il y en a un deuxième là, et apparemment, j'en ai pas d'autres. Et donc, ce que j'ai ici, c'est un moins H'P sur H'Z. D'accord ? Un moins H'P sur H'Z. Ensuite, on va avoir un M H seconde de P en D de V. Et là, on va avoir beaucoup d'autres termes. On va avoir ici un H seconde de PZ, mais là, je pense qu'il y a un 2M. Et j'en ai oublié, parce que ça, c'est du gradient dV sur dt. Hein. H'P, et j'ai ici du plus, pardonnez-moi. Donc c'est moins H'P sur H'Z, mais il y a du plus H seconde de PZ, H seconde de PZ avec un M et un moins H'Z. Ça, c'est du gradient dV sur dt, oui. Je ne sais pas si c'est non, j'en ai qu'un, donc c'est un demi là. Ouais. Alors, donc celui-là, je l'ai pris, celui-là, je l'ai pris, celui-là, je l'ai pris. Non, celui-là, je ne l'ai pas encore, je vais le prendre. Celui-là, je l'ai pris, celui-là, je ne l'ai pas pris. Et celui-là, je l'ai pris. Donc, il me reste 3 termes en D2V. Dans les 3 termes en D2V, il y a un H seconde de P fois M, ça c'est plutôt bon. H seconde PP, c'est celui-ci. J'ai un H'P fois H'P divisé par un moins H'Z, oui, c'est ça. Donc ça, c'est ma matrice. Et enfin, le dernier terme, on a presque fini, rassurez-vous, c'est un M H seconde PZ H'P. Donc là, il y a des produits tensoriels, mais je ne vais pas du tout rentrer là-dedans parce qu'il faut faire attention à la symétrie et tout. Moins H'Z. Et on a cette matrice positive ou nulle. Et effectivement, vous comprenez, quand j'ai écrit cette matrice, déjà ce qui a demandé un certain courage, modulo les petites erreurs de calcul, quand j'ai regardé cette matrice, je me suis dit, flûte, ce n'est pas la même matrice que ça. Donc c'est loupé, l'ellipticité, ce n'est pas la même condition.
Bon. Et en fait, si on regarde un peu plus près et qu'on calcule le déterminant, ce que l'on va voir, c'est que c'est en fait la même condition. C'est là où il y a effectivement une petite surprise, parce qu'il y a effectivement un certain nombre de termes supplémentaires, mais ces termes supplémentaires vont avoir le bon goût de s'éliminer. Donc là, je suis un peu fatigué, comme vous vous en doutez, mais par exemple, vous voyez, faisons le calcul du premier terme. Donc on a un moins mh seconde de p divisé par h'. Bon, ça encore, ça va. Plus un h', plus h'p carré, je vais écrire la chose comme ça, moins h'z, plus, et je vais tenter le coup après tout, plus mh seconde de pz fois h'p divisé par h'z au carré, et moins le carré de ceci. Alors le carré de ceci, il y a un premier terme qui apparaît, qui est donc un moins h' carré p sur moins h'z. Et vous voyez que celui-là, il s'élimine avec celui-ci. Vous avez maintenant le carré qui est moins un quart de m2, h seconde de pz divisé par h'z. D'accord? Celui-là, on le garde, et un h'z au carré, pardon. Et un h seconde de pz au carré. Et ça, le terme qui est ici, hein, ce terme-là et celui-ci, ça va être exactement le déterminant de la matrice qui est là. Donc ça, c'est parfait. Et enfin, il y a un dernier terme qui est le double produit. Et le double produit, ça vous fait donc 1,5 par 2, ça s'en va. Le m, il y est. H seconde de pz, h'p, il est là, divisé par h'z, carré. Donc vous avez moins h seconde de pz, miraculeux. Je n'ai même pas commis d'erreur de calcul. Divisé par h'z au carré. Ce terme-là, il s'en va. Et donc le déterminant de cette matrice, qui est vraiment, le terme dont il faut vérifier la positivité, vous voyez que ce qu'il vous donne, en multipliant par moins h'z, c'est exactement ce que vous vouliez, à savoir... Donc tout ceci, c'est la même chose, et on s'arrête là, que h seconde de p multiplié par m, excusez-moi, moins h'z divisé par m, parce que ici, voilà, et qu'il y a un m2 ici. Vous voyez que c'est un m2, vous avez un m, donc ça revient à diviser par m ici, qui doit être supérieur ou égal à h seconde de pz carré. Et regardez cette expression, c'est exactement, il y a un quart qui manque, c'est exactement le déterminant de cette expression-là. Donc, vous avez vu, j'ai fait le calcul rapidement, mais effectivement, cette matrice, cette horrible matrice dont on se dit c'est fichu, mais en fait, elle est positive si et seulement si l'autre matrice est positive. Donc, la moralité de l'affaire, hein, désolé de vous avoir imposé tous ces détails, mais ce sont des détails qui renforcent la conviction suivant laquelle c'est la bonne condition. C'est-à-dire, c'est la condition d'ellipticité dans le cas de nu égale à 0, c'est la condition d'unicité, c'est la bonne condition de structure. Alors, c'est la bonne condition de structure, et cela clôt, enfin, il n'y a jamais rien qui est totalement clos dans les questions d'analyse, hein, mais en tout cas, ça permet de comprendre d'un nu égal à 0 quelles sont les bonnes conditions pour avoir l'espoir d'un problème bien posé. Cela pose des questions, effectivement, sur qu'est-ce qui se passe lorsque cette condition n'est pas vérifiée. Donc, en général, il n'y a pas unicité, il n'y a pas ellipticité, mais est-ce qu'on peut décrire la multiplicité? Est-ce qu'on peut décrire la perte d'existence des phénomènes de concentration? Quand on est en déterministe, quelle est la difficulté? Quand on n'a pas du bruit pour un peu adoucir, c'est que les gens, un des problèmes que l'on peut avoir, c'est que des gens dire qu'on a un H qui est décroissant par rapport à M, c'est fondamentalement dire qu'on n'aime pas quand il y a beaucoup de monde. Dire que H n'a pas cette propriété-là, ça veut dire qu'on peut éventuellement aimer quand il y a beaucoup de monde. Mais si on aime quand il y a beaucoup de monde, on a tendance à se regrouper. Si on a tendance à se regrouper et qu'on est en déterministe, on crée des masses de Dirac.
Et là, on peut avoir des phénomènes d'explosion. Donc, on peut se dire qu'effectivement, une des difficultés qui peut apparaître là-dedans, c'est l'apparition de masse de Dirac. Une autre difficulté, c'est les changements de type. Ça peut être des discontinuités. C'est des ondes de choc qui apparaissent. Donc, il y a vraiment beaucoup de phénomènes qui peuvent se produire. Et là, il faut regarder des exemples. Donc, il faut regarder des exemples. À variables séparées, toujours en déterministe, c'est des équations de l'air compressible. Donc, on va avoir des régimes hyperboliques lorsque f est décroissant, des régimes elliptiques lorsque f est croissant, des régimes hyperboliques, et lorsque f est décroissant, des régimes elliptiques. Bon, dans les régimes hyperboliques, on sait qu'on va avoir des ondes de choc. Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue des MFG pour ces problèmes au debout? Donc il y a énormément de choses qui peuvent être qui sont étudiables, notamment en dimension 1, pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces situations-là lorsque la condition d'unicité n'est pas vérifiée. C'est la bonne condition d'unicité, c'est la condition d'ellipticité. Dans le cas déterministe, c'est complètement clair. Dans le cadre stochastique, on en reparlera un tout petit peu dans le cadre où on a laplacien, c'est une bonne condition d'unicité. On peut avoir des régimes d'unicité qui ne sont pas des régimes d'unicité universelle, c'est-à-dire où la taille, vous avez bien vu que l'unicité, c'est vrai quel que soit grand T, quelles que soient les données. Donc on peut avoir, avec nu strictement positif, des régimes d'unicité conditionnels, c'est-à-dire avec des conditions sur la taille de l'intervalle. On en a vu. On essaiera d'un peu préciser, d'un peu enlever du flou sur cette question la semaine prochaine. Et voilà où on est sur l'unicité. En tout cas, ça plante le décor de quelles sont les bonnes hypothèses générales pour faire des maths sur ces équations-là. Donc aujourd'hui, si vous vous êtes rendu compte, tout ce que j'ai fait, c'est purement des inégalités. Il n'y a eu c'était totalement élémentaire. On n'avait pas besoin, à part de savoir prendre des dérivés, on avait besoin de ne rien savoir. Ce n'est pas pour ça que c'est simple. Mais enfin bon, donc c'était un exercice un peu particulier auquel je me suis livré aujourd'hui. Ça, c'est vraiment, on ne va plus faire des exercices comme ça, mais je crois que ça valait la peine d'expliquer tout en détail pour bien montrer à quel point cette condition algébrique différentielle, algébrique ici, différentielle là-bas, est la bonne condition de structure pour nos modèles de jeu à champ moyen. Et c'est presque un an après, en tout cas 8 ou 9 mois après, c'est maintenant quelque chose qu'on peut expliquer à Bob Lucas en disant voilà, ça c'est le bon cadre. Bon, après ça pose des tonnes de questions parce que la contrainte sur le A, dans l'exemple 2, quand je vous écris A plus petit que 4m-1 sur M, ça correspond à des modèles de congestion. Le plus grand A et le plus, ça veut dire qu'on a beaucoup de mal à se déplacer. Il est très cher de bouger là où il y a beaucoup de monde. Et donc, le plus A est grand, le plus on est confronté à des coûts de bouger, de vitesse, extrêmement élevés si M est grand. Alors ça qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le coût devient prohibitif quand il y a beaucoup de monde, à ce moment-là, le problème cesse d'être bien posé. C'est qu'on a d'autres formes d'instabilité qui apparaissent. Bon, ça, on n'a pas d'interprétation pour ça. Que le fait que A soit négatif, évidemment, on se doute bien que lorsqu'il y a beaucoup de monde, s'il est facile de se déplacer, on va avoir quelque chose d'instable. Ça, on s'en doute. Ça, c'est A positif. Mais le fait que A soit grand, et consiste à dire si A est grand, si on pèse énormément pour bouger dans les endroits où il y a beaucoup de monde, il y a d'autres phénomènes de problèmes mal posés. Mon interprétation, donc vous voyez, c'est l'interprétation de cette condition d'unicité. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on regarde des petits exemples de modèles? Bien, c'est pas clair. Alors, mon interprétation, c'est que 1, c'est déjà trop de monde. Ça devient tellement... dès qu'il y a un peu de monde, ça devient trop cher de bouger. Mais du coup, je ne peux plus bouger, je ne sais plus quoi faire. Parce que même moi, je coûte trop cher. L'interprétation, c'est déjà... moi, c'est la foule. Donc, c'est bon, c'est un peu psychotique, mais c'est cette interprétation qu'effectivement, le seul endroit où on est vraiment envie d'aller, c'est un endroit où il n'y a personne. Mais si on y va, il n'y a plus personne. Enfin,
on n'est plus dans une situation où il n'y a personne à cet endroit-là. Oula, je fatigue, allez. Bon week-end et à vendredi prochain. Ça commence à ressembler à du De Vos, notamment. Hein.